Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine et le début de fin de semaine se passent en beauté. Alors, aujourd'hui, je vous parle particulièrement de la conférence à laquelle a participé Charles Hoskinson. Il était à Tokyo Tech il y a quelques jours et tout ça, c'était dans le périple justement du côté de l'Asie, donc Tokyo Tech. Et puis par la suite, il a été à Singapour pour Token 2049 où il a donné une conférence dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer justement la conférence qu'il a parlé, la conférence qu'il a faite et les sujets auxquels il a discuté justement à ses étudiants au niveau de pousser les limites de la blockchain. Et évidemment, ça fait le lien avec ma dernière vidéo dans laquelle je parlais justement des influenceurs qui parlaient justement de Cardano. Et vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo que il y a des sujets où il y a une philosophie au niveau de la blockchain Cardano qui ne résonne pas avec toutes les personnes dans la communauté blockchain, surtout justement les influenceurs qui, pour eux, justement, l'important est de faire de l'argent. Ils sont en crypto pour faire le maximum d'argent. Et il ne s'intéresse pas nécessairement à la philosophie des premières générations de blockchain, à la philosophie de Bitcoin, à la philosophie de Cardano, à la philosophie d'Ethereum. Pour eux, justement, ils vont aller du côté de Solana, ils vont aller du côté de Luna, ils vont aller du côté de plein de cryptos. Et tant qu'ils font de l'argent, ils sont satisfaits. Et puis, quand il commence à y avoir un peu de risque, eh bien là, ils vont se retirer. Et puis, ils vont se tourner vers leur communauté en disant, ben, oui, vous auriez dû vendre lorsque ça montait et ainsi de suite, et dans le fond, ne pas prendre de responsabilité par rapport au fait que justement, ils guident les utilisateurs, ils guident leur communauté vers des cryptos en leur disant, ben, il faut que tu sois un investisseur et non pas justement quelqu'un qui aime la technologie et qui apprend de la technologie. Parce qu'une fois que tu comprends la technologie, eh bien, à ce moment-là, selon moi, eh bien, on peut faire des investissements plus intelligents. Alors, je vous parle de tout ça dans la vidéo. Si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, lors de cette conférence, eh bien, Charles Hoskinson, justement, mentionnait que, évidemment, la technologie blockchain n'est pas une technologie qui existe depuis très récemment. Et évidemment, elle est basée depuis les années 90, donc même pas, depuis les années 70. Pourquoi? Parce que dans les années 70, évidemment, c'était le début de l'Internet. Alors, le début du réseau où il y avait une problématique que plusieurs chercheurs voulaient régler avec un réseau d'ordinateurs pour partager l'information et être en mesure justement de consulter de l'information et de se la partager sur un réseau. Il y avait un partage de ressources. Et évidemment, c'était les débuts des systèmes distribués, donc dans les années 80 et 90. Et encore une fois, ce réseau voulait justement trouver un moyen de régler un problème, mais comment est-ce qu'on pouvait trouver une solution et quel ordinateur sur le réseau, quel nœud sur le réseau allait pouvoir justement suggérer une solution et dire aux autres bien que tel événement est arrivé avant tel autre. Et évidemment, il y avait une réflexion au niveau du consensus et c'est là que sont arrivés justement les éléments, le consensus byzantin, dans le fond, pour se dire, ben, il y a certains acteurs sur le réseau qui peuvent être des mauvais acteurs, donc il faut se protéger et il faut valider justement l'information. Mais à quel degré, justement, on peut valider cette information-là? Est-ce que ça doit être à 50%? Est-ce que ça doit être à 75%? Et ainsi de suite. Donc, si plusieurs ordinateurs sur le réseau ont une information et que un tiers justement, du réseau n'a pas la même information, eh bien, qui est-ce qu'on devrait croire, justement, dans ce cas-là? Et là, il y avait justement le choix de choisir, pas dynamiquement, mais de choisir toujours une seule personne, mais à un moment donné, on est venu justement à la réflexion de se dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux de choisir, dans le fond, dynamiquement le gagnant justement pour qu'il puisse donner l'information aux autres et que les autres puissent se synchroniser à son information. Alors, euh, la manière de se synchroniser également, justement, a fait a donné des éléments de recherche. Et évidemment, ces éléments de recherche-là,
Cardano et Satoshi Nakamoto ont utilisé ces éléments de recherche pour se dire encore une fois que, bon, alors si tout le monde doit être synchronisé, eh bien à ce moment-là, il doit y avoir une personne qui doit être choisie de manière dynamique. Et justement, au lieu d'avoir un réseau qui était centralisé, parce que dans le fond, au début de l'Internet, évidemment, tous ceux qui étaient sur le réseau se connaissaient. C'était des universités, ce sont des gens qui c'était des gens qui se connaissent. Euh, et évidemment, il y a certains aussi, il y avait certains éléments ou certaines industries par exemple, si on parle de VPN, vous vous connectez à un réseau VPN, évidemment, ce réseau-là, tout le monde se connaît, le réseau qui forme le VPN de la compagnie, eh bien, c'est quelque chose de privé. Tandis que dans le cas, évidemment, de Bitcoin, eh bien, on arrive sur un réseau où personne ne se connaît, donc il faut trouver justement un consensus avec une manière dynamique de choisir quelqu'un qui va justement propager l'information par la suite à tout le monde. Et c'est pour ça que justement, dans un contexte où on choisit un gagnant de manière dynamique, dans un réseau qui n'est pas vraiment sécurisé, dans un réseau qui peut être le réseau Wi-Fi gratuit de Starbucks ou tout ça, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'insécurité et encore une fois, il peut y avoir des acteurs qui veulent tricher. Parce que malheureusement, encore une fois, les acteurs qui doivent protéger le réseau, eh bien, ce sont les acteurs qui veulent pirater le réseau. Et c'est ça que justement a mis en valeur justement le document académique JKL 15. C'est le document et c'est la version académique, dans le fond, du white paper de Satoshi Nakamoto, qui a été justement cité plus de 2000 fois dans la littérature académique et dans l'écosystème de la blockchain également. Alors, vous voyez, je porte mon t-shirt blockchain pour l'occasion de cette vidéo. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on comprend bien ce que c'est la blockchain qui est justement un état, qui est une machine qui garde différents états de la blockchain, à ce moment-là, eh bien, on peut comprendre encore une fois que pour que les joueurs respectent le jeu, eh bien, il fallait avoir justement un incitatif. Et l'incitatif était quelque chose d'important et il fallait y avoir beaucoup de règles aussi. Il fallait justement pouvoir récompenser les joueurs, il fallait justement avoir des inputs, avoir des outputs, avoir un algorithme, faire en sorte que cet algorithme soit open source pour que, encore une fois, tous les joueurs puissent participer et que, évidemment, ça n'appartienne à personne. Et lorsqu'on fait cette comparaison, encore une fois, avec différentes compagnies ou différents secteurs comme le cloud, VPN et ainsi de suite, c'est pas, on n'a vraiment pas la même situation, le même contexte avec ces autres compagnies-là. Parce qu'encore une fois, on n'a pas de VPN ou de VPN décentralisé avec justement du code open source et une manière une manière de récompenser les personnes qui participent justement au réseau VPN. Même chose au niveau du cloud. C'est pour ça que justement, il y a tous ces projets qui sont là et qui justement veulent essayer de percer ce marché-là d'une manière décentralisée avec un incitatif. Et c'est pour ça également que Bitcoin est très impressionnant parce que en plus d'avoir toutes les règles de la blockchain, eh bien, il y a les règles de programmation aussi. Et on sait que le langage de programmation est un langage qui n'est pas très expressif. Parce qu'encore une fois, si vous voulez avoir tous ces use case-là, encore une fois, de VPN, de cloud, de jeux, de metaverse et ainsi de suite, vous devez avoir un langage de programmation pour la blockchain et pour les contrats intelligents qui soit extrêmement justement expressif. Sauf que, évidemment, dans le cas de Bitcoin, pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu, eh bien, on a réduit justement le cas d'utilisation à juste le transfert de valeur d'un actif qui est 100% numérique. Et donc, c'est pour ça que justement, dans cette deuxième génération de blockchain, eh bien, il y a eu Ethereum. Ethereum qui a fait en sorte de prendre les règles, justement, les règles d'état de la blockchain et de rajouter une couche supérieure, justement, d'expressivité au niveau de son langage de programmation. Et c'est ce qui a amené, encore une fois, évidemment, les contrats intelligents. Mais tout ça, encore une fois, il fallait
amener tout ça ou faire cette combinaison-là, toujours dans un écosystème ou dans un réseau qui n'est pas sécurisé, avec encore une fois des acteurs qui ne vont pas toujours être de bons acteurs. Et donc, pour que tout continue de fonctionner justement avec les contrats intelligents, eh bien, encore une fois, il faut répliquer, encore une fois, toujours le même code sur chacun des nœuds au niveau d'Ethereum pour que s'assurer que la transaction soit une vraie transaction. Donc, encore une fois, on perd du temps et une des améliorations justement qui a été proposée et qui est étudiée, dans le fond, qui a été étudiée par l'équipe d'IOHK, et le Extended UTXO du côté de Cardano. Alors, évidemment, de ce côté-là, il y a eu de la recherche, mais une autre recherche, un autre élément de recherche qui a été fait au niveau de Cardano, c'est d'amener le parallélisme. Donc, en faisant du parallélisme au niveau des transactions, au niveau de la validation, encore une fois, des transactions, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui va être beaucoup plus performant que de répliquer, encore une fois, répliquer les validations des transactions et de répliquer également le code, l'expressivité du code au niveau d'un contrat intelligent. Et c'est cette recherche-là, encore une fois, qui permet d'amener des vecteurs d'attaque qui sont des vecteurs évidemment de sécurité, de qualité du code, également des vecteurs au niveau du prix de la transaction, donc s'assurer que le prix de la transaction est le plus faible possible. Évidemment, on a toujours une question de synchronisation, de performance, et tous ces éléments-là sont des éléments de recherche que Cardano a mis en place, encore une fois, avant d'aller très, très loin au niveau de la création de sa blockchain. Donc, on le sait évidemment, quand ils ont commencé leur blockchain en 2017, tous les projets de recherche était parti rouler en parallèle justement de la première version Byron de Cardano et par la suite on a eu les différentes autres eras. Mais encore une fois, tous ces éléments-là étaient des éléments très 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 importants justement pour s'assurer comme je le disais dans mon dernier épisode, pour s'assurer justement du succès de la technologie blockchain dans une troisième, quatrième, cinquième génération de blockchain. Donc, évidemment, toutes ces améliorations-là étaient très importantes. Et au niveau du parallélisme, c'est là que justement, ils ont commencé à étudier Mithril avec la compression justement de validation qui fait en sorte que au lieu que chaque nœud ait toutes les transactions et que justement on valide pour valider une transaction, eh bien on repart du début de la première transaction, on revient jusqu'à la transaction qu'on est en train de valider actuellement pour la valider et pour s'assurer qu'effectivement cette transaction est valide parce que de la première transaction jusqu'à la transaction T, la transaction T plus 1, elle est valide. Et ça, tous les nœuds sur le réseau doivent faire cette validation-là. Alors que, encore une fois, avec une compression de validation qui est sécurisée, qui est sécuritaire évidemment, eh bien là, on peut rouler du parallélisme et faciliter la validation de transactions. C'est ce que, encore une fois, on est en train de... C'est un nouvel élément de recherche, encore une fois. Mithril, on a déjà une application, mais il y a d'autres possibilités de recherche parce que c'est un secteur de recherche qui est très, très, très important, pas juste au niveau des transactions, mais au niveau de d'autres use cases également. Ce secteur de recherche est la vérification de calcul. Donc, cette vérification de calcul, elle permet justement de faire des prédictions, elle permet de faciliter le dynamisme au niveau de la blockchain, au niveau des règles de blockchain. Et dans le fond, c'est quelque chose qui est très important parce qu'au lieu d'avoir des éléments procéduraux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, procédural, une activité à la fois, et bien là, on peut stacker plusieurs activités et les rouler en parallèle en vérifiant justement en vérifiant ce calcul qui est fait en vérifiant justement les transactions précédentes. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Et le dernier élément que a mentionné Charles Hoskinson, évidemment, c'est l'élément d'incitatif, le fait de donner des récompenses aux joueurs. Et justement, cet élément-là, il y a deux
secteurs de recherche. Le premier secteur, c'est la théorie des jeux et le deuxième, c'est la mécanisme de concept. Donc, la théorie des jeux, c'est on te donne toutes les règles du jeu et dis-moi quels sont les outputs ou les possibilités de gagner dans le fond dans le jeu. Je peux gagner de telle manière, je peux gagner de telle manière, je peux gagner de telle manière. Exactement comme dans un jeu d'échecs, par exemple, si je te dis exactement toutes les pièces peuvent bouger de telle et telle manière, maintenant dis-moi comment tu peux gagner par rapport à contre ton adversaire, et bien là, je vais pouvoir expliquer toutes les manières de gagner. Maintenant, les mécanismes de conception, c'est je te dis voici comment tu peux gagner. Et maintenant, tu dois imaginer un jeu par rapport aux façons de gagner. Donc, c'est quelque chose de complètement différent et c'est exactement la même chose au niveau c'est la même chose qui a été utilisée au niveau des blockchains parce que dans le fond, l'idée au niveau de la blockchain, c'était de faire une transaction, faire en sorte de passer d'un état à un autre. Donc, ça, c'était le résultat du jeu. Et par rapport à tout ça, eh bien, il a fallu créer un mécanisme pour pouvoir s'assurer que toutes les personnes sur le réseau puissent participer et s'assurer qu'ils respectent les règles selon justement le résultat qui avait été énoncé au départ. Donc, vous comprenez justement avec tout ce qu'on voit dans la vidéo également au niveau que ce que Charles a présenté, les différents dessins qu'il a fait sur les tableaux et tout ça, c'est exactement la même chose qu'il a fait au niveau de son premier whiteboard. Et même son premier whiteboard, je l'ai regardé au moins une dizaine de fois pour m'assurer de bien comprendre tous les éléments justement qu'il voulait expliquer. Et même lorsqu'il parlait de plusieurs éléments, et que je les ai regardés 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, et ainsi de suite, parce qu'il y avait certains éléments qui avaient évidemment changé. Entre sa première vision de la blockchain Cardano et sa vision là maintenant, eh bien, il y a des choses qu'ils ont abandonnées, des choses qu'ils ont améliorées, des choses qu'ils ont réussi à livrer. Et justement, tout ça, essayer de l'expliquer justement à un YouTuber lambda qui ne comprend rien à la technologie et qui voit juste qui est juste attiré au niveau de la blockchain par rapport à l'appât du gain, eh bien, c'est quelque chose de complètement fou. C'est la même chose, comme je le disais aussi dans la dernière vidéo, essayer d'expliquer tout ça à un informaticien qui, lui, sa priorité, c'est juste justement de faire de la programmation, ou alors d'être un architecte fonctionnel, un architecte de système, ou alors d'être plus au niveau de la sécurité, spécialisé en sécurité, et ainsi de suite. Il y a tellement de secteurs différents au niveau de l'informatique que d'essayer d'expliquer à quelqu'un juste le concept simple de la blockchain, c'est quelque chose de très compliqué. Sachant encore une fois que le concept de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est un mariage entre la technologie et justement le système financier, eh bien, il faut avoir des connaissances dans les deux ou alors être spécialisé justement dans les deux secteurs, la technologie et les finances ou l'économie pour justement comprendre tout ce qui se passe justement dans l'univers et dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que justement, mentalement, chacun de nous, nous sommes investis financièrement justement dans ce secteur. Et personnellement, je suis investi également professionnellement dans ce secteur. C'est ce qui fait en sorte que je suis capable justement de passer à travers différents cycles et de me décourager beaucoup moins que la majorité des gens. Et c'est la même chose au niveau de l'investissement pour justement les différentes compagnies. Une compagnie ne peut pas investir d'elle-même. Elle doit passer encore une fois par un gros processus qui est assez long et tout ça. Et ce que je comprends maintenant, c'est que justement, ça peut prendre beaucoup de temps pour que les institutions financières et pas juste les BlackRock et ainsi de suite, parce que eux travaillent depuis peut-être le dernier bull run, là, depuis 2021, justement, ils travaillent à mettre en place leur ETF et là maintenant que leur ETF est en place, eh bien, ils doivent attirer des clients. Maintenant, ces clients-là, justement, doivent même la même quantité et parfois plus, même quantité d'énergie et de temps, justement, pour comprendre et être prêt à investir, justement, dans ces différents actifs financiers. Donc, c'est sûr et certain que c'est probablement pas ce bull run que toutes les institutions financières que vous connaissez, BNP Paribas, Crédit Suisse, Desjardins, et ainsi de suite, Banque Royale et ainsi de suite, là, c'est certainement pas ce bull run que toutes ces institutions-là vont commencer à arriver justement et à investir gros au niveau des crypto-monnaies.
Mais c'est probablement d'ici le prochain bull run, donc d'ici justement 2030, que toutes ces institutions-là vont vraiment, et qu'il va y avoir un bull run similaire justement au bull run de 2017, où on est passé de 1 000 $ à 20 000 $ au niveau du prix de Bitcoin. Pourquoi? Parce que la masse est arrivée justement. Monsieur et madame tout le monde ont commencé à investir et le prix est parti en fou. Et c'est pour ça que justement, ma réflexion, justement, dans la dernière semaine, est que le premier bull run qu'on a eu était un bull run de OG de Bitcoin. Ceux qui, justement, essayaient de faire exactement ce que Bitcoin, ce que Satoshi a réussi à faire, et que toutes ces OG-là ont essayé, ont réfléchi à ça, et Satoshi a sorti quelque chose et il l'a mis en place, et toutes ces OG-là, justement, ont profité de ce premier bull run. Par la suite, ils en ont parlé à leurs amis. Et leurs amis, justement, ont commencé à essayer d'investir, commencé à essayer tout ça, voir des projets. Ethereum est arrivé et là, boum, le bull run de 2017 est arrivé. Et c'est à ce moment-là que, justement, Charles Hoskinson et Cardano a été lancé. Par la suite, eh bien, là, c'est les premiers OG institutions qui ont commencé justement à se dire, bon, ben, moi, je vais investir. Les Michael Saylor, Elon Musk et certaines autres grosses institutions, même BlackRock, ils ont commencé à investir et à changer justement leur fusil d'épaule. Et c'est là que justement, c'est ces premiers OG institutions personnelles, OG personnels dans les institutions qui ont commencé à investir et qui ont profité du bull run de 2021, 2021-2022. Et donc là, justement, on arrive au niveau de OG, institutions, BlackRock, VanEck, les grosses institutions financières comme toutes ces institutions-là qui commencent justement à arriver. Et ça, encore une fois, c'est pas l'équivalent justement de la masse de Monsieur et Madame Tout le Monde qui est arrivé en 2017, mais c'est encore une fois une deuxième version justement de ces OG institutions qui commencent à investir au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup plus de temps pour ces institutions-là d'être convaincus et de pouvoir investir que juste monsieur et madame tout le monde, j'appelle mon neveu, j'appelle mon oncle, j'appelle ma tante, j'appelle mes parents et tout ça. C'est facile de convaincre les gens d'en parler comme ça et puis d'investir. Pour des institutions, c'est beaucoup plus long. Donc, une fois que justement ces OG institutions vont investir dans ce bull run 2024-2025, eh bien, à ce moment-là, la masse institution, et là, quand je parle de la masse, c'est toutes les institutions financières, banques, funds, private funds, market makers, voyons, bourse et ainsi de suite, là, bourse de New York et ainsi de suite, toutes ces institutions-là, que ce soit aux États-Unis et partout dans le monde, 2030, là, le prochain bull run 2030, c'est là que justement ça risque de partir en fou. Et c'est là que je risque également de prendre ma retraite. Donc, vous savez comment je suis préparé pour les 5 prochaines années, même 6 prochaines années encore. Donc, j'espère que vous êtes préparés. Mais tout ça part justement, encore une fois, de la compréhension de cette technologie-là et pourquoi cette technologie-là d'un point de vue académique, pourquoi Cardano a mis l'emphase sur le côté académique, c'est pour s'assurer du succès de cette technologie-là pour le projet Cardano. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode et je vous retrouve encore une fois la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Et là, je devrais parler probablement plus de la conférence Token 2049 et le Solana Break Fund. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Peace!